Alors, Baruch Hashem, on amorce le dernier chapitre de ce conte fantastique, chapitre 13, qui s'intitule Menia Achar Menia. Alors, qui c'est qui va traduire? Je vais répéter tellement. Empêchement après empêchement. Et quand les miniotes sont bien gérées, elles deviennent des Manoot. Neimot. Quand les miniotes, bravo bien. T'as vu, hein? Ouais, il n'y a pas souvent. Falafel. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quand les moteurs, elle a passé à la grève. Et en plus, elle vient pas toutes les semaines, Myriam. C'est ça. D'accord. Ça a dû te marquer. Voilà. Quand intelligente. Quand nos empêchements, qu'est-ce qu'on appelle un empêchement? Une personne qui a envie d'avancer dans le cerveau d'Atachem et on ne la laisse pas avancer. Une personne qui décide de travailler sur sa colère et pitom, tout le monde l'énerve. Il a mis que j'entends. C'est vrai? Rapproche-toi, mamie. Rapproche-toi, c'est mieux. Mais toi, t'es Tani, prends la place. Je vais me mettre à côté de Tani. Viens. Ah oui, à côté. Excusez-moi. Mais mamie Jeanne, VIP, on t'excuse. Une personne décide de travailler sa colère et évidemment le jour où elle décide de travailler sa colère, c'est là où elle a le plus de contrariété dans la journée. Une personne décide de travailler sa sniout et là putain elle passe devant un magasin, voit une robe, waouh, elle peut pas résister. C'est comme ça, ça s'appelle des méniotes. Quand on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on ne nous ouvre pas la porte. Pourquoi? Pourquoi on ne nous ouvre pas la porte? Après tout, c'est un minimum qu'Hachem pourrait faire pour nous, genre, bravo, viens. Pour voir si vraiment on Bravo. Il y en a une qui suit aussi. Pour voir si on veut. Qu'est-ce qu'Hachem il teste quand il nous envoie les miniotes? Il teste notre volonté. Le test le plus important d'un juif dans sa vie, alors on le répète très souvent dans les cours, mais sachez qu'on ne le répétera jamais assez, c'est sa volonté. Ce n'est pas sa réalisation, parce que la réalisation n'est pas entre nos mains. Qu'est-ce qui est entre nos mains? C'est nos efforts. Et nos efforts, où ils prennent racine? Dans notre volonté. Plus on veut, plus on s'efforce. Maintenant, est-ce qu'on a forcément un résultat à la hauteur de nos efforts? Pas toujours. Pas toujours. J'ai reçu un message tout à l'heure d'une personne que je suivais en coaching. Elle m'a envoyé un très long message écrit où on sentait une colère énorme, une frustration, parce qu'elle avait décidé de faire de cette journée aujourd'hui une journée très différente, rester très calme avec ses enfants. Et ça a été un débordement dans tout. À tel point que le message termine, j'en peux plus, je veux partir de chez moi, je peux plus supporter personne et les enfants. Et ça m'a beaucoup rassurée. Je lui ai dit, c'est très rassurant, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire deux choses. D'abord que ta volonté de changer, elle est réelle. Salut Khaled. Nous on a un petit bébé. Ça va Hello? Voilà. Allez les filles, on est en plein live. Allez, on envoie plein de bisous. Acheter le double, le triple. Ouais. Ça dépend de quelqu'un. Il y a 1000 mains là. Alors c'est mon sac, tu peux l'enlever. Hein. Voilà, mets-le par terre, c'est un de. J'avais compris. Hello, t'es bien sur le canapé? Ça va, tout va bien. Allez, super. Tu veux une petite assiette de pâtes? Ouais. Bon, après, alors. Non, après ça va être froid. Viens, on te sert. Viens. Servi des pâtes. Ah là, il y a une assiette. Non, mais il y a une assiette propre là. Aura. Elle est où ta ligne? Non, attends, prends une autre assiette pour toi, Kranel. Alors, Kranel, donne-moi deux assiettes là derrière toi, ma chérie. Et prends des fourchettes dans le. Tu veux pas? Non, merci. Ah, t'as déjà mangé? Elle est au régime, elle est au régime. Alors, donne-moi. Il y a le régime. On est en direct, on entend les bruits. Voilà. Non, parce que des fois, ton régime, on reste mieux, elle a raison. Oh, ça va, toi. Ouais, moi Surtout le régime. Non, mais moi aussi, j'aimais pas qu'on les dise quand j'étais au régime. Oh là là. C'est la honte. Elle est au régime. Tu sais, Elodie, tu sais ce que ça me rappelle, ce que tu dis?
Allez. Ça, les méniotes pour le régime. Il faut Alors, pas de ça me fromage. rappelle, je vais vous raconter. Ah, c'est bon, Italie. Un jour, j'ai lu un extrait de la biographie du Rav Dessler. Non, du Rav Dessler. Le Rav Dessler, quand il était jeune, pas forcément bachour, hein, mais jeune homme, quoi, il fumait. Et quand il a appris de la bouche de son Rav que c'était pas bon pour la santé, qu'il fallait arrêter de fumer, alors il a décidé d'arrêter de fumer. Et il a dit, non seulement il a fait le neder d'arrêter, mais à part ça, il a dit, je racontais à tout le monde que j'arrêtais de fumer. Pourquoi? Parce que ça m'obligeait à ne pas fumer, parce que je peux pas dire j'ai arrêté de fumer, les gens me voient. Alors il a dit, j'annonçais à tout le monde, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de fumer. Comme ça, quand j'étais devant les gens, j'étais obligée de tenir ma promesse pour pas être genre je dis quelque chose et je fais le contraire. Donc, si tu veux pas dire que tu es au régime, c'est parce que si tu craques, tu veux pas qu'on te fasse des aïe 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 aïe, nous. Ah, c'est vrai, hein. C'est un ridou. Non, mais aussi parce que t'es gênée aussi. Moi, j'étais gênée. Genre, par exemple, quand j'étais au régime, j'étais boulette dans le j'étais jeune. Et ben, j'étais gênée. Genre, tout le monde me voit. Elle a dit, j'étais boulette aussi. Hein. Moi, j'ai pas entendu aussi, t'inquiète. L'aïka, c'est d'être en bonne santé. Le reste, c'est pas grave. Donc ça arrange. Ah, ça va, puis on a de la graisse, mais on est fort. C'est pas ça qu'on a rien fait, là. Allez, on reprend. Je disais donc que cette femme, le fait qu'elle ait passé une journée tellement difficile, ça m'a rassurée pour 2 points. D'abord, parce que ça prouve que sa volonté de changer, elle était authentique. Parce que sinon, Yetzer Hara, il ne se serait pas déchaîné sur elle. Et deuxièmement, je dis, je suis très rassurée parce que si ça ne se passait pas comme ça, ça serait inquiétant. Si à chaque fois qu'on avait envie de quelque chose, Hachem nous donnait le chemin facile, il faut se méfier. Ça ne vient pas de la Gdoucha. Il y a une histoire il y a quelque temps à Anvers, c'était un homme qui ramassait de l'argent dans la communauté des chassidim d'Anvers. Et il venait donc il toquait aux portes, etc. Et chacun il donnait. C'est pas facile de ramasser de l'argent. Les gens ils viennent pas dire tiens je te fais. Et il y en a un, ils ont ouvert la porte, ils ont toqué, ils ont ouvert la porte. Et il y a quelqu'un, il a dit combien tu as besoin? Il dit on a besoin de beaucoup, je te fais le chèque que tu veux. Et il a dit mais attends, je t'ai pas présenté. Il dit non, est-ce que tu as besoin? Je te fais le chèque tout de suite. Il a fait le chèque. Et il a pris le chèque comme ça, il a fait sa journée, il n'avait même pas besoin de toquer aux autres portes, il avait ramassé l'argent dont il avait besoin. Il va voir l'Admo et il lui dit ça. Et il lui raconte, il dit c'est extraordinaire, un Tziat Adishmaya, fantastique. Et l'Admo il le regarde et lui dit qui est cette personne? Alors il lui dit c'est un tel. Il dit laisse-moi 5 minutes. Il est parti, il a passé des coups de fil, il a fait des recherches, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas. Il est revenu, il a dit cette personne n'est pas juive. Cette personne n'est pas juive. Et donc on n'a pas le droit d'accepter. Non, c'était tellement facile. C'était trop facile. S'il n'y a pas un Yetzer Hara de te dire donne pas trop, mais tu sais pas, il y a des mariages des gosses à payer, il y a des trucs, machin, et si jamais, je vais mettre de côté. Si tu donnes comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. La route, elle est censée être un peu caouteuse. D'accord? Et quand ça vient trop facilement, il y a quelque chose de pas. Une mauvaise réputation pour les juifs. Non, au contraire. Dafka la FR. Dafka justement, c'est pas que le juif est radin. La bonne nouvelle, c'est que t'es bien juif dans Yetzer Hara. J'adore. C'est normal. Si c'était facile et si on devait donner facilement, ça serait pas une mitzvah. Si c'est une mitzvah, c'est que forcément ça comporte sur l'autre difficulté. Et c'est normal, c'est difficile pour nous de donner. Dis-moi, c'est qui ce gars alors qui veut donner tant d'argent? Non, mais la personne ne savait pas. Sarah veut l'adresse. Et la personne ne savait pas qu'elle n'était pas juive. La personne ne savait pas. Non, grâce à ça, le mec, il savait pas qu'il n'était pas juif. Non. Bah oui, il savait pas, il pensait qu'il était juif, et bah ça fait la pris qu'il n'était pas juif, parce que quand c'est trop facile, c'est quand c'est trop facile. Et quand il a tapé à la porte, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas juif. Si, le gars il était juif, il pensait, il avait la barbe, la kiffa, tout. Mais il s'avère que la personne, elle n'était pas juive, bah sauf. C'était Gros dossier, c'est une grosse histoire. c'est des gros dossiers. Mais Kitsou, Banot. Pourquoi on en a parlé de ça? Comment on est arrivé là? Les méniotes. Bravo. Donc si le Yetzer Hara il s'en mêle, si le Yetzer Hara il nous met des bâtons dans les roues, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut savoir que quand on sait aborder le Yetzer Hara avec la sagesse de nos tzadikim, comme ils nous apprennent à gérer le Yetzer Hara, comme on va voir encore une fois
comment on doit gérer des empêchements, alors les méniot se transforment en nérimot, qui veut dire agréable. C'est-à-dire qu'après, le Yetzer Hara, comme je vous le répète souvent, devient notre allié du coup, et non plus notre ennemi dans notre travail quotidien. Et on va se rendre compte que des situations sur lesquelles qui auraient pu déborder, au Hachem, hop, il y a un empêchement. Hop, ça se passe bien. Hop, finalement, ça sort bien. Parce qu'on a bien travaillé sur notre Yetzer Hara, on y a travaillé comme il faut. Là, on est arrivé au compte. Alors, toi, tu avais démarré le compte au début à la maison, on s'était arrêté. Donc là, on est à la fin. Le Chéni, la Malchoute, le second du roi. Il a passé énormément de choses ce chemin. Et il est arrivé à découvrir, maintenant il sait où se trouve la princesse. Elle est dans Har, Shel, Zahar, Mifsar, Shel, dans une montagne d'or et un palais de pierres précieuses. Comme ça, elle lui a écrit sur un foulard qu'elle lui a laissé, où elle a écrit avec ses larmes. Et qu'il a pu voir à travers le soleil. Il a pu lire ce message qu'elle lui a laissé. C'est une réponse quand même. J'adore la réponse à tout, ouais. Incroyable. Et donc, il est en pleine recherche. Il arrive et il se dit, mais on m'a dit que c'est là. Alors il cherche, il continue à chercher. Il n'arrive pas à trouver le chemin. Et il se dirige vers le désert. On avait expliqué que le Midbar, c'était le... Medaber. Bravo! J'ai jeté des bonbons. On a des points. Non, mais venez pas que ça. Le Midbar, regardez l'importance de répéter. C'est ça, c'est le Mishneh Torah du Rambam. Mishneh, Mishanen, la Torah, c'est répété. C'est à force de répéter que ça monte. C'est pour ça que je répète souvent. Ne croyez pas que je radote. Je répète Bekavada. Je ne suis pas si prof. Le Mishanen. Il y a des profs qui ne répètent pas. Ils n'ont pas compris qu'il faut répéter. Mais il faut répéter jusqu'à ce que ça monte. Il arrive dans le désert, c'est le Midbar. Midbar, c'est Medaber. Il comprend que pour arriver là où il va arriver, il est obligé de parler. Avec qui il parle, bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu. Si un juif ne parle pas avec Hachem, de son travail quotidien. Je ne parle pas de « Ah, merci Hachem, j'ai réussi ça. Ah, Batoda. » Ça, c'est Bevadaï qu'on doit dire merci. C'est du Derech Eretz. J'ai envie de dire, c'est même pas de la Torah. C'est juste la prise de conscience de qui ça vient. Quand on dit « Abatoda », c'est qu'on prend conscience que c'est Hachem. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une personne qui a envie de faire un travail sur elle. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a envoyé le problème. Mais elle va chercher la réponse chez quelqu'un d'autre. D'accord? Ça ressemble à quelqu'un qui va acheter du pain et qui va dans une pharmacie. C'est bien la boucherie. D'accord? Si je veux acheter du pain, je vais à la boulangerie, je vais pas à la pharmacie. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé un travail, une mission à accomplir, un travail sur soi à faire. C'est à lui que je dois m'adresser pour qu'il me donne des kélim. Si je m'adresse à quelqu'un d'autre, c'est que j'ai pas compris. Donc il comprend que là, il arrive à un matzah où il doit parler avec Hachem profondément et parler et prier et prier. Et on voit que c'est ce qu'il fait. Il va prier et il va pleurer. Il a compris qu'il devait se détacher de plein de choses. Il s'est détaché déjà du Mécharet, il s'est détaché du monde matériel, il s'est détaché de l'argent. Il a tout laissé derrière lui. Il a laissé le Mécharet, le cheval, l'argent. Il a tout laissé, il parle lui tout seul. Il s'est complètement déconnecté du monde matériel. D'accord? Il dit ça suffit, j'ai compris que tout ça, ça n'allait pas m'amener vers là où je dois arriver pour Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, je vais me consacrer à la tefila. Et il prie. Et il rencontre ce géant, ce fameux géant qui portait un arbre immense. Et il lui parle, il lui dit, voilà, je cherche la princesse qui se trouve dans cette montagne d'or, ce palais de parpétueux. Il a dit, qu'est-ce qu'on t'a raconté? Ça n'existe pas. Écoute, ça fait des lustres que je vis ici dans ce désert. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, ce qu'on t'a dit, c'est des bêtises. Et qu'est-ce qu'il va faire de Chéni Malchoute? Il va pleurer. Mais on m'a dit, elle me l'a dit. La princesse, elle me l'a dit. Je suis là-bas, va me chercher. Je sais ce qu'on m'a dit, je sais que c'est vrai. Et le géant lui dit, mais pas du tout, on t'a raconté des bêtises, ça n'existe pas ce que tu as dit. À Koshtout, tout ça c'est Shtout. D'accord? C'est ça le travail du Yetzer Hara. Et ça peut venir de n'importe qui. Et on a vu que ça peut venir. Ça peut venir de géants Torah, des fois, qui viennent réduire. Toi, tu t'es accroché à faire des télim parce que tu sens que quand tu lis quelques télim, alors ton imout Torah est différent, ta tsnot elle va être différente. On te dit, arrête, il faut se casser dans la vie. Tu crois qu'avec des télim, tu vas t'en sortir. Si un homme, il n'est pas fort dans son da'at, et ça va être ça le message principal de ce cours, être razak dans son da'at. Je sais où je dois arriver, je sais que c'est ça le chemin, et même si en face, il y a le monde entier qui me dit, c'est pas ça, ben moi je dis, c'est ça. Ça, c'est la volonté du Ben Adam, et c'est là où Hachem nous teste juste avant de nous délivrer. C'est ça. Et regardez, si on regarde le Matzah aujourd'hui,
savez, les messages d'Akadosh Baruch Hu, ils sont valables dans un microcosme familial, amical, ils sont valables dans le monde, d'accord? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est infini, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est malé kol laolam kulo, Hachem, il n'est pas contenant. Ça veut dire que tous les enseignements d'Akadosh Baruch Hu, ils sont valables dans tous les domaines de la vie, à chaque instant et pour tout le monde. D'accord? Il n'y a ni espace ni temps pour Hachem. Ok? Donc, si le problème de l'espace-temps est réglé, ça veut dire que tout est infini. Si tout est infini, ça veut dire que dans chaque situation, chacune, pour nous, pour ce groupe du Shiur, pour une cellule familiale, pour une communauté, pour un pays et pour le monde entier, c'est valable. Comment aujourd'hui, dans le Matzav qu'on vit aujourd'hui, on peut voir ça? Aujourd'hui, on est très perturbé par ce qui se passe. Si on regarde la situation comme elle est aujourd'hui, même si on y est habitué, cette haine contre l'homme Israël, elle nous bouleverse. Haine manasset. On essaie d'être le peuple le plus moral, le plus généreux, le plus aidant, le plus innovateur. Et quoi qu'on fasse, on nous jette des pierres. Quoi qu'on fasse. Quoi que fasse le homme Israël, il est critiqué, il est jugé, il est malmené, il est maudit, il est sans arrêt, condamné. Et des fois, on pourrait se dire, mais Ribono Shel Olam, mais jusqu'à quand? T'en as pas marre de voir tes enfants, ton peuple élu, parce que dans notre colère, on peut parfois arriver à dire des choses terribles à Dieu. Tiens, Hachem, c'est ça, soi-disant, ton peuple élu, ton enfant préféré, c'est ça que tu fais à ton enfant préféré, mais à celui qui n'est pas préféré, tu lui fais quoi? Tes enfants, tu attends de nous. Alors, on t'a prouvé, Hachem, depuis 5000 ans, 5784 ans. On t'a prouvé qu'on était avec toi, quoi qu'il arrive. On a tout traversé avec toi. On accomplit aujourd'hui le même Shabbat qu'il y a 5784 ans. Aujourd'hui, on porte le même tzitzit que tu as fait dans la Torah. Les générations, elles sont passées. Les dorotes, les exils. Et pourtant, on est encore accroché à cette Torah. Il y a encore des centaines de Bachurim qui sont assis, qui étudient. Des centaines d'hommes qui sont dans des kolélim, qui étudient la Torah dans le monde entier à Kadosh Baruch Hu. Tu vois bien qu'on ne veut pas te lâcher. Pourquoi? Encore tu nous mets à l'épreuve. Encore, on n'a pas fini de réparer. Combien on va réparer? Parce que les épreuves sont plus difficiles. Mais la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est à bout de souffle. Encore, il y a 3000 ans, à Israël, il y avait encore une fraîcheur. Ils acceptaient les épreuves avec abnégation. Quand on voit notre tzadikim, la vie qu'ils ont menée, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Avraham, Yitzhak, Yaakov, David Ameller, Shlomo Ameller, ils ont eu une vie de difficultés, d'épreuves, non-stop. Et pourtant, ils ont avancé. Et nous, chaque petite chose, ça nous révolte. Et là, maintenant, Hachem, avec tout ça, en plus, maintenant, tu veux sortir nos Bachorim et les Shiva pour aller combattre, alors que... Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'une Torah, on a besoin de ça, et chacun, il est bien à sa place. Pourquoi Kadosh Baruch Hu met autant de bilboul dans l'âme Israël et créer autant de situations qui vont nous déchirer, nous mener les uns contre les autres? Et tout ça, il faut comprendre et regarder la situation d'en haut, comprendre que tout ça, c'est l'œuvre du Yetzer Hara. Comme il sait qu'il va bientôt être shrité, d'accord? Parce que c'est comme ça que ma chère va venir, il est marqué qu'on va faire la shrita au Yetzer Hara. D'accord? Et comme il sait qu'il va bientôt disparaître, c'est comme une flamme. Avant de mourir, la flamme elle devient très forte. Yetzer Hara, il fait la même chose. Là, il tape partout là où il peut taper. Dans tous les sens, avec une force et une détermination qu'il n'y a jamais eu dans le monde. C'est pour ça qu'il faut rester accroché. Ça, ce sont nos méniotes à nous dans le clan d'Israël. Ces méniotes-là, elles ont un message. Je veux voir combien tu m'aimes. Combien tu tiens à moi. Combien tu veux me dévoiler dans le monde. C'est ça qu'Hachem me dit. Combien tu tiens à moi. Combien tu es prêt à donner pour moi. Tous les jours dans Kriyat Shema, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha Bechol levavecha Bechol nafshecha ou Bechol meotecha. Tous les jours on dit Hachem, je vais t'aimer de tous mes moyens. C'est quoi mes moyens? C'est de tout ce dont je dispose. D'accord? De quoi je dispose aujourd'hui? Je dispose de la santé, je dispose de la force, je dispose de qualité. Tout ça, je dois les utiliser au service d'Hachem. C'est notre devoir. C'est ce qu'on dit tous les jours dans Kriyat Shema. 3 fois par jour. Bon, nous les femmes, 2 peut-être. Une dans la journée et le soir avant de dormir. Okay, mais n'empêche qu'on nous dit Hachem tous les jours. Est-ce qu'on l'accomplit?
Est-ce que si on fait un Kheshbon, on s'assoit 2 secondes, on se dit, est-ce que j'accomplis vraiment ce pasouk d'aimer Hachem de tous mes moyens, de tous mes cœurs, c'est-à-dire avec mon Yetzirator et mon Yetzirara? Comment j'aime Hachem avec mon Yetzirara? En prenant conscience que mon Yetzirara, c'est aussi Akadosh Baruch Hu, et que ce n'est pas une punition, mais au contraire, c'est un exercice qu'on me donne pour m'aider à me mesurer à ce dont je suis capable, parce que je n'avais pas les exercices, comme à l'école, je ne saurais pas ce que je vaux. D'accord? Tant que je n'ai pas fait contrôle de maths et que je n'ai pas eu 8 sur 10, je ne sais pas que je vaux 8 sur 10. J'ai besoin du contrôle pour savoir ce que je vaux. Dans la vie, c'est la même chose. J'ai besoin d'épreuves pour comprendre c'est quoi ma grandeur. J'ai besoin de me confronter pour savoir combien je suis une personne extraordinaire. Et je ne parle pas de moi, je parle de vous. D'accord? C'est cette phrase que vous devez vous dire. Combien je suis une personne extraordinaire. Quand je fais face à mes difficultés, que je me relève, quelle que soit la difficulté, ça vient juste montrer c'est quoi mon matzah. Et c'est pour ça que chez Dieu la Malchoute, il va aller de Ménia en Ménia. À Marlo, il lui a dit, donc, Ha'adam ha'meshune la Sheni la Malchoute. Vous vous rappelez qu'au début, on l'appelait Adam Agadol, le grand homme. Et là, on l'appelle Ha'adam ha'meshune. Ça veut dire quoi, Meshune? Le différent. Pourquoi? Parce que dès lors qu'il a dit au Sheni la Malchoute, ça n'existe pas, il est différent. Il est plus là où il doit être, il est plus dans le mouvement. Il est différent, il est à côté. Il est un peu à côté de la plaque. Il s'est écarté. Il lui dit, les dati, d'après mon opinion, Yishtout, tout ça c'est une bêtise. Tout ce qu'on t'a fait croire, tu peux aller chercher la princesse, c'est un conte, ça n'existe pas tout ça. Yishtout. Ah, seulement, mais Hamad Shatam Itarakesh, du fait que tu es en train de t'entêter, Hine, Ani Memone, Al-Kol Achayot. Regarde, moi je suis le spécialiste de toutes les créatures sauvages. Kol Achayot. Ouais. Et c'est les manchas, tu sais ce que je vais faire pour toi? Ekra les Kol Achayot. Moi je vais appeler tous les animaux, je vais tous les appeler. Kihem Ratsim et Kol Haolam. Parce qu'ils courent partout dans le monde, ils connaissent tous les endroits. Ouais. Ou là, Eteda Achat Mehem, Meha ou Memiftar. Peut-être un des deux qui est au courant de ta montagne et de ton château. Vekaret Kulam. Il les a tous appelés. Mikatan Vad Gadol, du plus petit au plus grand. Kol Mine Achayot, tous les types d'animaux qui existent. Et là, c'est le client. Vesha Lotam, il lui a demandé. Vekulam et Shivu, chez l'Orao. Et tous ils ont dit non, on n'a pas vu. Ve'amar lui a dit regarde, chez Shtout, c'est pour les fanera, on t'a raconté des bêtises. Magnifique. Hein. Im Tishma. Tous les mignottes qui viennent. Mais toute la vie, c'est un enchaînement de mignottes. Toute la vie. Si on regarde bien notre vie, on va voir que... la nature, tout ce qui est nature, il va venir te dire que c'est pas... Mais toute la nature va te dire, tu vas aller voir le médecin, le n'est pas toi, quelqu'un va aller voir le médecin et va dire, madame, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. C'est pas toi qui décide. Moi, on m'a dit que je peux prier avoir un enfant, j'aurai un enfant. C'est ça les mignottes. C'est sans arrêt qu'on entend des choses pareilles. C'est que tu vas avoir un autre qui te confirme que tu peux pas. Et un autre, il confirme qu'il ne peut pas. Et tu vas encore. Et tu as une amie, tu vas rencontrer une amie, de dire, tu sais, c'est pas grave, il y a l'adoption. Et elle va faire ça de bon cœur. Mais on a deux options dans ces cas-là. C'est où on est Mityaesh, ou on est Mitarakesh. Et t'as dit la Ou on chance, désespère, c'est bien ou dans ce on sens-là. s'entête. Et tu vois que c'est pas. L'adoption, c'est quand même pas un problème en soi. Non, c'est pas un problème. Non, Si t'as mais décidé de de dire porter ça, un ça enfant, lui alors dit va, oui. sois Chazak Bedaratra. On t'a pas dit que c'est un problème. Mais si c'est ça que tu veux, pourquoi tu renonces? Pourquoi tu renonces? Parce que quelqu'un t'a dit, ça veut dire que tu n'es pas Chazak Bedaratra. Moi, on m'a dit c'est ça. Je suis venue dans ce monde. J'ai un corps de femme. Je veux un enfant. Je ferai tout pour avoir un enfant. C'est pas les médecins qui décident. C'est tout. Ça veut pas dire que l'adoption c'est pas bien. Mais c'est pas ce que je veux. Si c'est ce que tu veux, Hachem va te donner. C'est tout. Remue ciel et terre. Fais tout ce que tu as à faire. Et n'écoute personne, ne crois personne. Dès lors que tu laisses la pensée de l'autre rentrer dans ta tête, c'est fini. C'est fini. L'autre, il est rentré dans ta tête. C'est lui qui réfléchit maintenant, c'est plus toi. Tu as ouvert la porte, il est rentré. C'est comme ça. La ménia, c'est ça. C'est de pas... La ménia, elle est des fois très forte. Bah oui, Elle est tout le temps très forte. Parce que tu ne peux pas envoyer une ménia qui n'est pas à la hauteur de toi-même. Si tu es en terminale, on ne va pas te donner un contrôle de CE2. Si tu es en terminale, tu auras un contrôle de terminale. Donc forcément, tu auras une épreuve, une ménia qui sera chazaka. Mais qu'est-ce que ça viendra te renseigner? Que tu es chazaka. Sinon, tu n'aurais pas envoyé quelque chose de fort. Je suis très je sais. T'es capable de s'en occuper. Donc c'est bien d'avoir l'esprit de contradiction.
c'est pas avoir l'esprit de contradiction. Entêté. C'est être entêté. Alors, c'est pas... Non, l'esprit de contradiction, c'est dire le contraire par principe. C'est pas ça. L'esprit de contradiction, c'est je dis le contraire par principe. Parce que j'ai pas envie de prendre tout ce qu'on me dit pour acquis. Alors je dis, ah bon, c'est comme ça? Non, moi je pense que c'est le contraire. Ça, c'est une contradiction. Ce que la Torah dit, c'est que tu dois t'entêter. Les hit, un kesh. Tu dois t'entêter dans ton derrière. Si tu as décidé que tu devais devenir médecin, eh ben, casse-toi la tête et deviens médecin. Parce que si c'est ça ta destinée, va et fonce. Alors si c'est valable dans notre quotidien, et on l'a prouvé, d'accord? Quand on a eu des choix, on a eu des envies, on a été au bout. Bah, dans la Vodat Hashem, c'est la même chose. J'ai décidé de travailler cette mida, je travaillerai cette mida. Et si c'est sur les enfants, Hélène, par exemple? C'est quoi sur les enfants? Si par exemple, je sais pas, quelqu'un me dit ton enfant il est comme ça, et moi je pense non, il est comme ça. Eh ben continue à penser. Écoute ma chérie, d'expérience, je pense que je suis la seule parmi toutes les personnes extérieures à connaître mon enfant mieux que quiconque. Maintenant, si tu laisses l'autre venir te dire qui est ton enfant, c'est que le problème au fond, c'est que tu sais pas qui sont tes enfants. Non, justement, je sais, mais c'est pour ça que moi je suis... Alors si tu sais, tu t'entêtes. Si tu sais, ça veut dire que l'autre, il sait pas comme toi. Et si l'autre, il dit pas comme toi, c'est que l'autre, il sait pas. Ah oui, il a un regard. C'est tout. Des fois, t'es dans le déni, en tant que mère. Ben, bien sûr, on est souvent dans le déni, c'est ça le problème. C'est ça la ménia. Pourquoi j'écouterais pas? Non, c'est sûr qu'on ne connaît pas notre enfant. Parce que si toi, ta petite voix intérieure, peux pas elle te dit c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. Ah, regarde. Chacun, il se connaît. Il sait, chacun connaît sa façon d'agir. D'accord? Si moi, ma façon d'agir, c'est de toujours chercher le bien et de d'abord avoir analysé la situation avant d'aller chercher de l'aide. Donc je sais que quand je vais aller chercher de l'aide pour cette situation-là, je sais exactement de quoi je parle. En tant que mère, on a un devoir de connaître et d'élever nos enfants. C'est notre devoir à nous, c'est pas le devoir d'une Mora. La Mora, elle a aucun devoir d'élever mes enfants. Elle a le devoir de leur insuffler des connaissances. Mais elle n'a pas le devoir de les élever, ce ne sont pas ses enfants. Or, moi, mon devoir, il est chez moi d'élever mes enfants. C'est à moi de connaître mes enfants. Si moi, un jour, je crois que je vous l'ai raconté. Un jour, j'ai un de mes enfants qui était à la yeshiva. Et le Rav, il m'appelle. Le Rosh Yeshiva, il m'appelle. Il me dit, Madame Etchimol, il faut absolument venir à la yeshiva, je dois vous parler, etc. Ah ben ça, c'était mon quotidien. Donc j'allais à l'école, j'allais à la yeshiva. Okay, je Pas quel garçon. voilà. Je ne dirais pas. C'est pas ici. Voilà. J'ai regardé la vidéo. Il y a un enfant qui avait dans sa poche de l'argent. L'argent, il a disparu. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai vu que ton fils, il s'est approché. Il était au niveau des vestiaires et je l'ai vu mettre la main dans la poche du blouson. Et je pense qu'il a... et je pense que c'est lui qui a volé. Alors... Attendez, chut, après je vais... Alors, moi, je le regarde et je lui dis, ah, avec tout le respect que je vous dois, c'est impossible. Il m'a dit, écoutez, Madame Etchimol, je peux vous montrer la vidéo. J'ai dit, ok, montrez-moi la vidéo. Maintenant, il me montre la vidéo. Regardez comment l'esprit de l'homme, il est subjectif. Et comment, déjà, nos marches à vote nous orientent vers nos déductions. Wow. Il a regardé donc, la vidéo. Qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? Déjà, elle est très loin et les vestiaires, ils sont genre tout au bout là-bas. Wow. On voit effectivement la silhouette d'un de mes enfants, d'accord, qui est là, qui trifouille je sais pas quoi dans les manteaux. Je dis, mais vous voyez une main là? Il dit, bah attendez, il est là dans le manteau. Je dis, peut-être qu'il met la main dans la poche de son manteau à lui. Je dis peut-être que cet enfant, c'est l'argent qu'il avait dans sa poche, c'est tout simplement tombé de sa poche. Et que lui, bah, il est venu chercher quelque chose dans la poche de son blouson à lui. Vous avez regardé si c'était son blouson? Il a dit non, je n'ai pas regardé. Je dis alors vous êtes parti du principe, vous avez fait une déduction que déjà c'était mon fils le voleur. Alors vous avez, je lui dis excusez-moi, mais en termes de preuve, c'est même pas recevable parce que vous voyez rien du tout. Vous voyez pas, on voit deux dos. La vidéo elle est derrière, on voit deux dos comme ça au niveau des trucs. Ni on voit mettre la main, ni sortir de l'argent, rien. Le Rav il avait déjà déduit que c'était lui le voleur. Je dis, alors je lui dis comme ça, je dis vous savez, ça, je connais mes enfants. Je peux vous dire exactement les qualités et les défauts de tous mes enfants. Mais je sais une chose, c'est que lui, c'est pas un voleur. C'est ça, exactement. Des fois, j'ai dit lui, alors, il pourrait être chutzpah, mais voler, de la même façon, jamais il va vous voler et jamais il va vous mentir. Et ça n'a pas raté.
quand le Rav il l'a convoqué, parce que ce que je dis, ça lui a pas plu, et donc il a convoqué, il a dit voilà, je t'ai vu, t'as volé, tout ça. Il a dit moi j'ai volé. Il dit oui, je t'ai vu. Il dit vous êtes un menteur, vous m'avez pas vu. Je lui ai dit vous voyez, il dira toujours la vérité. Et je dis vous êtes un menteur parce que c'est vrai, vous avez menti, c'est pas vrai. Il a dit la vérité. Il va jamais mentir. Vous êtes un menteur parce que vous le traitez de voleur, lui il sait qu'il n'a pas volé, et vous l'accusez à tort de quelque chose, alors que vous n'avez pas de preuve et on ne peut pas faire ça à un enfant. Ça, c'est être Razak bébé Atra. S'il m'avait dit, ton fils, il m'a mal répondu, j'aurais dit oui. Voilà, ça, c'est mon fils, je le connais. Pas de problème. Mais voler, je sais que lui, non. Je sais que lui, non. C'est un enfant qu'un jour, je lui ai donné une pièce de Zdaka pour donner à un pauvre. Il a marché, il avait la tête ailleurs, il n'a pas donné, il est rentré à la maison, il a pleuré pendant 1 heure parce qu'il n'a pas donné la pièce de Zdaka à ce Rani dans la rue. Je sais que cet enfant-là, jamais il va voler. C'est vous que tu sois convaincu comme ça. Des fois, tu peux tomber sur des cas où ils vont te dire des choses et tellement ils vont te dire, Tu vas les croire. Imagine, tu avais eu le directeur et le Moré et l'autre, 4 personnes qui auraient dit j'ai vu ton fils voler. Bah, Tu n'aurais pas eu un doute à un moment? parce que tu ne connais pas tes enfants. Si quelqu'un arrive à te déstabiliser, à te faire croire ça, c'est que tu ne connais pas tes enfants. Tu dois connaître tes enfants. Non. À fond. Il y a des choses qu'ils feront, il y a des choses qu'ils ne Non, il y a des feront choses. pas. Non. C'est tout, c'est comme ça. Ah, c'est sûr que non. Lui, il ne fera pas. Vas-y, par exemple, tu vois, il y en a un Étonné qui veut, il y en a qui vont. Non, je ne suis pas étonnée. Parce que même si tu ne vois pas l'enfant faire cette bêtise, tu sais que cette graine, il l'a en lui. Donc, tu n'es pas étonnée. Je ne l'ai jamais vu faire, mais je ne suis pas étonnée qu'il le fasse. Ça lui ressemble. Ah, ça lui ressemble pas. C'est pas lui, c'est tout. Alors, je peux monter. Et il s'est avéré quoi? Parce qu'il faut raconter la fin de l'histoire. Il s'est avéré que le baron lui-même Il a retrouvé son argent. est venu s'excuser et il lui a dit, tu sais, j'ai dit je l'ai pas vu à Yeshiva, mais déjà avant que j'arrive à la Yeshiva, quand j'avais mis la main dans la poche, déjà, je les avais plus. Je savais que je l'avais perdu avant d'arriver à la Yeshiva. Ah, waouh. Il est venu me raconter ça, mon fils. Il m'a dit, tu sais, Iman, le baron il est venu me voir, et voilà ce qu'il m'a dit. Non! Il était pas mal, lui. Lui, il était très bien, parce qu'il avait dit ce qu'il avait à dire. Il a traité son Rosh Yeshiva de menteur. Ça lui a fait beaucoup de bien. Le rêve, il était très mal. D'ailleurs, c'est la dernière fois où il m'a convoqué, je crois. Et est-ce qu'il est parti? Non, c'est vrai, la fois d'après, il a pris mon Est-ce qu'il est mari. parti s'excuser à ton fils? Je crois pas. Non? Je crois pas. Je crois pas. L'homme chané, c'est pas important. Ça, c'est son problème à lui. C'est son problème à lui. C'est pas le problème de mon enfant. Pas du tout. Il n'est pas capable de s'excuser, c'est son problème à lui. C'est pas le problème de mon enfant. D'accord? Chacun. S'il n'y a pas eu un mauvais sentiment. Non, il a un Rosh Yeshiva qui a une mida à travailler. Mais c'est d'accord, on a tous des midot à travailler. C'est d'air. L'eau, c'est pas parce que ça Rosh Yeshiva qu'il ne peut pas faire d'erreurs. Il peut faire des erreurs. Mais la leçon importante de ça, c'est que on doit être Razak dans notre da'at. Voilà. Si ça, on m'a dit quand j'étais petite que j'ai, par exemple, une intelligence de déduction, alors je vais laisser personne venir me dire le contraire. J'ai l'intelligence, je sais bien déduire les choses. Je vais raffiner, je vais apprendre, je vais travailler, mais ça je l'ai. Donc personne, et je suis convaincue que ça c'est vrai, que la personne qui me l'a dit, elle a vraiment analysé, elle m'a prouvé c'est vrai et je le crois. Ben, je le crois, je vais avec, et toute ma vie je vais aller avec. Et je vais faire confiance à mon sens de la déduction. Et je vais faire confiance à mon ressenti. Parce que le problème de ne pas être razak dans notre date, c'est qu'on passe notre temps à changer d'avis. On prend un chemin, on rebrousse chemin, on va de l'autre côté, après on revient, on reprend un autre chemin. Parce qu'au final, asseyez-vous, ça Voilà, déconcentré. Ah ouais, ça me dérange beaucoup. Déconcentrer la nuit. Ma question, c'était vraiment un rave. Oui, c'est un rave, Non, c'est quelqu'un oui, de ma chérie, mais super. pour parler comme C'est ça. quelqu'un de super qui Oui. doit travailler son cap zéro, c'est tout. Maman, pour Je- être un rave, il faut... Non, Il y a un des rave, niveaux, ma chérie. un rave, ça reste un être humain. Ça va? Un rave, ça reste un être humain qui peut faire des erreurs. Ça marche. Et il est lui aussi C'est-à-dire qu'il y a comme moi quelqu'un dans qui ce monde. vole, waouh. D'accord, mais ça reste qu'il est dans ce monde comme moi pour travailler ses midotes. De où? Il n'y a pas de différence entre lui et moi, si Non, ce n'est la bien sûr, connaissance. je suis d'accord Maintenant, avec il est rave, il est responsable. Et ben, il a double challenge. Et ben, les Tzarara, lui aussi, il est tombé dedans. C'est tout. Mais bien fort. Personne n'est infaillible. Non, bien sûr. La Torah, elle te dit, ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Alors moi, quand je disais ça, je me posais la question, c'est valable pour Rabbi Akiva aussi? C'est valable pour Rabbi Shimon Bar Yochai aussi? Eh ben oui. Donc si eux, ils sont flanchables, alors quel va Homer, nos rabbiniques de notre génération, ils sont flanchables. L'important, c'est pas le rave, l'important, c'est comment moi j'ai réagi, parce que je sais que ce jour-là,
j'ai donné une dose de bitachon à mon fils, mipo adashamaim. Parce que je dis non, il n'est pas comme ça. Et il a vu que sa mère, elle tenait et elle savait qui il était. Moi aussi. Et l'enfant, il a 2 ailes qui l'ont poussé dans le dos. Parce que si j'avais été, imagine-toi, j'avais donné raison au Rav. Je dis, quoi? T'as volé? Et lui, le gosse, il n'a pas voulu. Mais non seulement ce que le Rav, il serait détruit, mais la relation entre lui et moi, elle aurait été abîmée. Ma mère, elle n'a pas confiance en moi. Mais ça, c'est la pire des choses pour un enfant. Moi, je veux te faire confiance. J'ai décidé de te faire confiance. Et si, sauf, il s'avère que, ça peut arriver, je me trompe. Eh bien, la confiance que je vais lui donner va l'obliger à faire tchouba. Parce qu'il aura tellement de mauvaise conscience Par rapport à toi. par rapport à moi, de dire ma mère elle croit que j'ai rien fait et j'ai fait, que je sais qu'il fera tchouba. Donc il vaut mieux aller dans ce sens que l'inverse. Il vaut mieux pécher par excès de confiance que manquer de confiance envers En fait, une mère tunisienne, mon fils, il a toujours dit ça. Non, moi je suis comme elle. Mon Moi, fils, je pense- il est bon. Moi je pense comme toi, moi, entre le nez de ma fille, je connais parfait ma fille. Qui est parfait, Mon fils. Esterna, vous aimez la moustiquaire, ma chérie, je t'en prie. Banat, venez, regardez ce qu'ils disent, regardez ce que Laura dit. Excuse-moi Marie, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ça marche. Banot, Gam achare chez Shiber Hasheni al-Malchut et Amenia Atsuma. Après qu'il ait brisé Hasheni al-Malchut, cette ménia, cet empêchement-là, qui était sacrément profond. Shaitalo bidmut oto Adam Gadol, qui était représenté comment? Par le dmout de ce Adam Gadol. Mon fils, à ce moment-là, dans cette épreuve-là, c'était son roi chez Shiva, c'était Adam Gadol pour lui. C'est Adam Gadol, c'est très dur. C'était une vraie ménia. Chouv mitgabrot alav méniot. De nouveau, vont se réveiller les méniot. Vous savez, ça fait penser à des personnes qui font chouva, elles décident par exemple de respecter Shabbat. Et puis dès qu'elles décident de respecter Shabbat, pitom, ils ont des problèmes de parnassa, ils ont des problèmes de shlom bayit, ils ont des problèmes, un enfant avec... Mais je ne comprends pas. Avant, quand j'étais pas chômeur Shabbat, j'avais aucun problème. Maintenant, j'ai fait tchouva, Hachem, voilà, je fais Shabbat, j'ai que des galères, c'est ça la Torah. Combien de fois on a entendu ça dans notre vie? Il te dit rembourser. Nous, on entend ça, ce qu'on a envie de dire. Misken le pauvre Hachem. Mais non, on veut juste tester. Regarde, si tu viens postuler pour un job, ok, t'as vu une annonce, t'as vu, ah, il y a un boulot intéressant, waouh, super bien payé, je vais postuler pour ce job. T'es reçu dans cet entretien, et pendant l'entretien, tu te fais matraquer par 3 personnes devant toi, et si vous êtes situation, vous ferez comment? Et si, vous allez dire, mais moi je vais travailler, pourquoi avec méchant avec moi? Non, ils veulent savoir ce que tu vaux avant de t'embaucher, Hamoud. Ils ne veulent pas embaucher n'importe qui, le salaire il est élevé, la responsabilité elle est grande. Un juif qui fait tchouva, c'est une grande responsabilité. Il prend sur lui le hall de la Torah. Et cette prise de conscience doit l'amener justement à réfléchir à ses actes constamment, à se remettre en question constamment, à s'améliorer constamment. C'est un engagement. Ok, on va l'embaucher ce gars-là. Tu crois pas que c'est normal qu'on te fasse passer un test un peu corsé, un peu musclé? C'est normal. Alors pourquoi dans le boulot ça ne nous étonne pas, mais dans la Vodat Hashem ça nous étonne? Pourquoi on trouve ça normal dans le monde du travail d'avoir un entretien assez musclé? Parce que ouais, j'ai eu un entretien, mais je m'en suis sorti. Pourquoi t'as pas pété un câble, tu dis, oh, laissez-moi tranquille, moi je suis bien bossé, pourquoi vous me posez toutes ces questions? Non, on accepte d'être jugé, d'être confronté comme ça. On l'accepte très bien. On te fait passer un test, on te fait passer ça, on te fait une mise en situation, tout ça. Ça va, j'ai juste un travail. Ouais, mais l'engagement, il est énorme pour la société. Ils ne veulent pas prendre n'importe qui. Et avec Dieu, tu crois qu'on va rigoler? Avec Torah Mitzvot, on va rigoler? On va pas rigoler, on va te tester. On va dire, ah, tu veux faire tchouva? Alors viens, on voit ce que tu vaux. Je vais t'envoyer des galères et on va voir si tu veux vraiment faire tchouva. Et bien c'est là où notre épreuve elle se situe. C'est là où on va montrer notre ratzon. Et sachez que ça nous arrive tous les jours. Pas seulement quand on a fait tchouva, la tchouva. Parce que Rabbi Nachman, il dit un juif, il doit être baki, beratzo ou bashov. C'est quoi baki, beratzo ou bashov? Il doit être baki, il doit être versé. Il doit être averti, préparé à un principe qui s'appelle ratzo, vashov. Ratzo, ratzon, j'ai la volonté, vashov, je fais un pas en arrière. J'avance,
je recule. J'avance, je recule. C'est toute la vie d'un juif. Et il a témoigné, Rabbi Nachman, il a dit, j'ai beaucoup de mes talmidim qui sont tombés à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est pas parce que tu commences à monter que tu vas faire que monter. Tu vas descendre. C'est obligé. Et il faut être baki là-dedans. Il faut être préparé, il faut être averti. Au moment où tu descends, c'est un test, tu recharges tes batteries, mais c'est Yerida, les Tzorer, Alia. Sache que si tu descends, c'est pour mieux remonter. C'est pas parce qu'on veut te laisser en bas. Si tu as décidé de faire Tchouva et on t'envoie des problèmes de Shlombaït, c'est pour te propulser dans un meilleur Shlombaït, dans un meilleur Shabbat, dans une meilleure relation avec tes enfants. On te met plein de galères avec tes gosses parce que tu n'es pas un bon papa. Alors on te dit, il faut que tu sois un bon papa. Parce que si déjà tu décides de te rapprocher d'Hachem, alors il y a des choses que tu dois être top dedans. Je te confie une neshama, je te confie quelque chose qui m'appartient. Quand je vois il nous confie ses enfants. Quand il nous donne un enfant, c'est son enfant à lui qui nous confie. D'accord? Et on doit être à la hauteur du challenge. Donc Hachem, il nous met, hop, tiens, regarde, fais des bêtises, hop, tu vois, tout ça, c'est pour toi. C'est des messages pour toi. Pour que tu comprennes ce que tu dois travailler. C'est pas que tu as des problèmes avec tes enfants, c'est que tu as un problème avec toi-même. Et ton enfant, c'est juste ton miroir. Et ce miroir-là, il te fait refléter des choses que tu n'as pas envie de voir. Parce qu'en général, on n'aime pas regarder les boutons d'acné, les verrues. On n'aime pas, c'est pas beau. Okay. Mais c'est nécessaire. Il faut que ça sorte. Les problèmes, il faut qu'ils arrivent pour pouvoir les régler. Parce que si les problèmes ne ressortent pas, on n'a pas sur quoi travailler. Donc forcément, on va avoir des difficultés dans notre vie. Forcément, on va être confronté à des échecs, à des problèmes relationnels, d'obéissance, de si, de volonté. C'est la vie. C'est la vie. Celui qui veut vivre une vie pépère, alors, Mechila, mais comme dit mon mari, c'est la tour Montparnasse ou la tour Eiffel. Jette-toi d'où tu veux, mais tant que tu es dans ce monde, Baba, tant que tu es dans ce monde, tu n'auras pas de vie pépère. Tu feras face à des difficultés, tu feras face à des méniotes tous les jours de ta vie. Et c'est comme ça. Et ça va faire de toi une grande personne. Et une belle personne. Oui, mais va dire ça à quelqu'un qui a perdu un enfant, quelque chose, c'est dur quand même. Moi, je ne vais pas aller dire ça à quelqu'un qui a perdu un enfant, Eva. Ouais, voilà. Je ne dirai jamais ça à quelqu'un qui a ça perdu un dépend enfant. des épreuves. Mais si tu vois quelqu'un ce que vient je me veux voir et me dit « j'ai perdu un enfant, je veux que tu m'aides », alors oui, je le lui dirai. Mais j'irai jamais Parce voir qu'il y a des quelqu'un... degrés dans les méniotes, tu vois. C'est-à-dire, Forcément, ça... forcément, il y a un degré. Mais il faut aussi avoir un minimum de jugeote pour comprendre si la personne en face de toi, elle est à même d'entendre ce que tu vas lui dire. Si elle n'est pas prête, tu ne le lui diras pas. C'est vrai. Et tu sais, je vais te dire, en Rovazman, tu peux être très surprise de voir que c'est la personne elle-même qui te tient ce discours. C'est vrai. Très souvent. C'est elle qui te dit. Souvent, les gens qui nous Hachem, il m'a donné, Hachem, il a repris. Et ils le prennent avec une émouna. Tu sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il envoie l'épreuve, il envoie les forces qui vont avec. À toi, il ne te les enverra pas, mais à elle, il lui enverra. Donc forcément, cette personne, elle va ressentir en elle des kochot, de émouna, de bitachon pour traverser cette épreuve. Et si elle est honnête, elle arrivera à faire ce travail. Mais les personnes qui sont en colère, c'est qu'en général, derrière cette colère se cache de la culpabilité. C'est tout. C'est la culpabilité qui nous met en colère. Quand on culpabilise de ne pas être une bonne mère. Parce qu'un enfant, ça reste un enfant. Il a le droit de faire des bêtises, il a le droit de casser des verres, il a le droit de faire, mettre les doigts dans la prise, il a le droit. C'est son droit. Il teste, c'est comme ça, c'est la vie. Bah oui, Tu ne peux pas l'enfermer, de ligoter en disant tu ne touches à rien parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver. Non, tu ne peux pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est en colère quand on raconte des bêtises? C'est parce qu'on culpabilise. Ça nous renvoie vers nous une mauvaise image de nous. On pense qu'on est une mauvaise mère. On n'est pas une mauvaise mère. On a des enfants normaux. Et nous, on doit être une mère très détachée de nos enfants. Très, très loin. Rabbi Nachman dit l'éducation, c'est de loin, très, très loin. Sors pas comme ça les yeux sur tes enfants, ce qu'ils On est font. trop sur le candidat. Rabbi Chitrit, il a raconté, il a dit Il y a trop. de loin. Pas derrière chaque chose qu'ils vont faire, chaque chose qu'ils vont pas faire. Prendre du recul. Ils font prendre du recul et prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font. Ça veut dire, tu vas pas aller relever chaque chose qu'ils vont faire. Oh, t'as menti, t'as renversé, tu les salis. Quand vous avez un enfant qui a Tu vas en faire des psychosés. Vous êtes obligé d'être derrière lui tout le temps.
Comment? Il y a des enfants qui sont kamikazes. Ils voient pas le mal, le bien, il est petit, on est obligé d'être les yeux sur lui. Non, alors, avoir les yeux sur lui, c'est une chose. Je ne parle pas d'avoir les yeux sur lui. Je dis d'avoir les yeux de loin. C'est-à-dire que si ton enfant qui est kamikaze, comme tu dis, qui va faire toutes les bêtises, etc., Je parle etc., pas de mes enfants, je parle de mes petits-enfants. c'est pareil. C'est les mêmes gènes, ok? Je l'ai pas. Tu le lâches 2 secondes, il a fait une bêtise. Bah, ou Hachem, c'est normal, c'est un enfant. Non, mais il y a des Maintenant. enfants qui aiment jouer avec le feu. Et les enfants qui aiment jouer avec le Je feu. suis pas laissée seule, ce gosse. Non, tu laisses pas des allumettes à sa portée. Non, mais t'as C'est le tout. gaz. Eh ben, tu fermes le gaz. Mais lui, il est normal. Non, mais tu fermes le gaz ici où ça sera. Il y a des gaz qui. On aime les gaz. Claudine, je vais te poser une question. Alors attention parce que moi j'ai un côté un peu hors système dans mes façons de réfléchir. Alors je vais peut-être te choquer dans ce que je te dis, mais c'est moi, d'accord? Connais-moi. Est-ce que tu as entendu beaucoup d'histoires autour de toi où un enfant à la suite de ses bêtises il est mort de ça? Non, Je répète, est-ce que tu as beaucoup entendu autour de toi qu'il y a un enfant qui faisait beaucoup de bêtises? Il y avait une mortalité infantile chez les enfants qui faisaient beaucoup de bêtises. Voilà, c'est ça ma question. Pourquoi? Ils se font du mal, Non, pourquoi? On se fait tous du mal. Que je sache, quand tu t'épiles avec la cire, tu te fais du mal. Mais tu es très content parce que le résultat, il est top. Mais on se fait tous du mal. Mais seulement, il y a des mal qu'on justifie et d'autres qu'on ne veut pas justifier. Mais tout est justifiable. Il suffit d'avoir un regard différent sur les choses. D'accord? Pour cet enfant, il se fait du mal, mais lui, ça se justifie parce que lui, il veut découvrir le monde. Quand toi, tu vas te faire épiler à la cire et qu'elle t'arrache, t'as mal, mais c'est normal parce que tu ne veux pas sortir avec plein de poils sur les yeux. C'est très subjectif. D'accord? Maintenant, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est pourquoi il n'y a pas de mortalité infantile dans les bêtises des enfants? Parce que avant toi, il y a Hachem qui veille sur eux et qui a un projet divin. Et que l'Oaléno, si Hachem les aide, qu'un enfant il va partir, même s'il va être très sage. S'il doit quitter ce monde, il le quittera. Alors c'est très dur ce que je dis, hein, je m'excuse, c'est pas que je manque d'empathie ou de sentiment, absolument pas. Mais des fois, il faut expliquer les choses de manière mathématique, ça nous permet de comprendre les choses. Un enfant qui fait des bêtises, on est derrière lui, c'est-à-dire on lui apprend à ne pas faire. Mais ce que je voulais dire de loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas relever à chaque fois un enfant, à chaque fois qu'il fait quelque chose. Parce qu'il va avoir une image de lui qui va être terrible. Il va se définir comme le monstre de la maison. Et là, tu lui prépares 15 ans de psychothérapie à cet enfant. Donc, quand un enfant il fait des bêtises, tu fais un grand C, tu dis, Ramon, tu lui en fais pas ça. C'est où? C'est où? Pas, mais t'es comme ça, mais t'es dangereux, mais je peux pas te laisser seul, mais tu te rends compte, mais qui c'est qui t'a donné ça, mais comment j'ai pu avoir un enfant pareil? Mais ça, c'est destructeur. Si un enfant il fait des bêtises, c'est normal. C'est quand un adulte fait des bêtises que c'est moins normal. Mais un enfant, c'est normal. Si un adulte fait des bêtises, c'est encore un enfant. Non, quand un adulte fait des bêtises, c'est qu'il a un Yetzara. Mais est-ce qu'on se crie dessus à nous-mêmes quand on fait une bêtise de la même façon qu'on criait sur nos enfants? Ça m'étonnerait. dire ça en Maroc alors. Opa. Elle éviterait qu'elle nous appelle tous les jours. Ton fils, il a la mora. Ton fils, il a la mora qui lui est adaptée, qu'Hachem il a choisi pour lui. Sache-le. Oui, c'est vrai. Mais des fois, un cauchemar, il sort de bonnes choses d'un cauchemar. Sache-le. On n'a pas toujours... C'est-à-dire, la vie, c'est pas toujours 1 + 1 = 2. Parfois, il y a des équations qui sont absolument ahurissantes, mais de là sort quelque chose d'extraordinaire. Et si tu regardes notre histoire, elle est faite de ça. David Améler, il descend de la relation de Yehuda et Tamar. D'accord? Yehuda qui était le Gdolador. Ok? Tamar, il s'est déguisé en prostituée. Le Gdolador, il était qu'une prostituée. Et ma chère, il descend de là. Mais on va où? Hachem, tu peux pas faire des choses bien, droites, propres sur le papier, non? Le tzaddik avec la tzaddika, ils ont un enfant. Non, pourquoi tu as pris le Gdolador qu'il faut avec une prostituée? Pourquoi? Parce que c'est une leçon qu'Hachem nous donne. Que si tu crois que pour qu'il y ait du bon, il faut forcément que là-haut, ça soit du top, eh ben tu te trompes. Parce qu'Hachem, de beaucoup de recherches, peut faire sortir beaucoup de lumière. Et c'est valable aussi pour nos enfants, qui ont des mourines qui ne sont pas à leur niveau, qui ont des copains qui ne sont pas forcément top. Il nous suffit juste d'avoir le bon discours derrière.
Exactement. C'est tout. Il faut avoir le bon discours. Apprendre à nos enfants à faire attention à qui nous entoure. S'il y a un prof qui n'est pas à la hauteur parce que le prof il n'a pas été sympa, rappelle à ton enfant qu'un professeur reste un être humain, qu'il a droit à l'erreur. Et que de la même façon que lui, quand il fait des erreurs, il est content qu'on lui pardonne. Alors, il faut aussi qu'il apprenne à pardonner à son moré, qui n'est pas à la hauteur. Mais ça racole, comme je dis souvent à mes enfants, parce que j'en ai un, c'est le spécialiste de dire que tous ces morimes, c'est tous des cas sociaux. J'ai envie de dire, à un moment donné, si c'est toi à chaque fois qui as le problème, peut-être que le problème, il est chez toi, pas chez ton moré. Ah, je ne sais pas si il va finir avocat, j'espère pas. Comme disait mon père, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, l'autoda, aval. J'ai appris à mes enfants de lui dire, ton moré, c'est un être humain. Il a le droit de faire des erreurs. Eh bien, il a fait une erreur. Toi, tes erreurs, tu aimes qu'on te les pardonne. Tu aimes que je te prenne dans les bras ou que je te dise c'est pas grave chérie, je te pardonne. Alors toi aussi tu dois pardonner aux gens autour de toi. Et ce moré, c'est Hachem qui te l'a envoyé pour que tu travailles tes midotes. Un moré, c'est comme un parent. C'est pas un hasard si on a un moré. Quoi celui-là? Moi j'ai un enfant, là où il a été en classe, il est tombé sur les classes la plus turbulente de l'école à chaque fois. C'est la même classe. La mienne quand même. C'est la même classe qui monte, c'est tout. Non, non, en France, en Israël, pas du tout. En France, il a fait 3-4 écoles. À chaque fois dans l'école où il allait, il était dans la classe. Ah, ça c'est la classe la plus problématique. Oh là là. Et des fois tu te dis, mais quoi, le sort s'acharne? Pas du tout. Il va dans la classe problématique parce que c'est un enfant qui a un tel potentiel que si on l'avait mis dans une classe d'endormi, ce serait endormi. Or lui, il a besoin de travailler sur lui constamment parce qu'il a un moteur de Ferrari. Et ben c'est tout. Et c'est ce que je lui dis. Si toi, c'est compliqué pour toi, c'est que tu as une Ferrari à l'intérieur de toi, Baba, tu n'as pas une 2 chevaux, tu as une Ferrari. Alors roule avec une Ferrari. Arrête de pédaler. C'est tout. Maintenant, le moré, eh ben, c'est le moré qui lui est adapté. Hachem, il ne se trompe pas. Hachem, il ne se trompe jamais. Et si nous, les parents, souvent les parents, des fois je reçois des femmes qui me disent ça va pas, mon fils, je vais changer d'école. Je dis mais pourquoi tu veux changer d'école? Tu penses que dans une autre école, il va être mieux ou il va avoir d'autres midotes, ton fils? Il va trimballer ses midotes dans l'autre école, c'est tout. C'est comme une femme enceinte qui a des tzirim pour accoucher. Pas tout de suite. Et elle habite à Natania, elle dit oh, je vais aller à Tel Aviv. Ben oui, mais ma cocotte, tu transportes tes tzirim avec toi. Hein. Tu peux aller à Tel Aviv, tu auras les mêmes douleurs, ça change rien. Tu changes un enfant d'école parce qu'il y a des problèmes relationnels, il faut que tu règles les relations, le problème de ton enfant avec l'autre. C'est pas l'école le problème, c'est ton enfant. Apprends-lui à gérer ses relations. Et tu verras que où tu vas le mettre, ça va bien se passer. Seulement, l'être humain, il a une tendance maladive à aller chercher la faute chez l'autre, au lieu d'aller la chercher chez lui. Le monde entier est un miroir pour moi. Si je rencontre 4 personnes qui me disent t'es têtu, peut-être parce que je suis têtu. Et pas que les gens ils me disent ah, toujours en train de faire des critiques. Non, peut-être que vraiment je suis têtu. Et que c'est Hachem qui parle à travers eux et que je dois travailler ma têtuterie générationnaire, mon entêtement. Moralité, il faut parler tout le temps avec les enfants. Il faut parler tout le temps avec les enfants. Le secret d'une éducation réussie, c'est la communication. Et quand je dis parler, je dis ne pas juger. Jamais on juge un enfant. Viens, on parle du matzav. Alors, qu'est-ce que tu as fait donc? Et si vous voulez un coup de main, les mamans, quand vous parlez à votre enfant, et que vous êtes en train de discuter d'un problème, imaginez-vous que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous allez voir comment vous allez être top. Ah bah oui, ça c'est bon. Vous allez être top. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est pas le mien. Si c'était l'enfant de ma voisine qui vient et qui me raconte ça, qu'est-ce que je lui dirais? Il vient, moi, c'est plus facile. Il est bourré chez moi. Je l'engueule comme mon fils. Non. Dans les deux sens. Non. D'abord, engueuler, c'est pas une solution. On dissèque le problème. Engueuler, ça veut dire on le remet. Tu le remets à sa place, tu parles avec lui. Engueuler, c'est juste parce que tu as besoin de sortir tes nerfs. Non, je le remets à sa place, le fils du voisin. Oui, non, mais dire, non, ils ont fait des bêtises ensemble. Moi, quand j'ai des voisines qui, machin, ils ont pas rangé, non. Je dis, tu sais, chez nous, on fait pas comme ça. Moi, j'adore cette phrase. C'est super. Parce que je l'avais pas en porte-à-faux. Je prends la responsabilité de mes besoins. Chez nous, on fait pas comme ça, ma chérie. Quand tu as fini de jouer, chez nous, on range. C'est tout. Mais non, elle va pas entendre je suis bardac. Non, elle va entendre ah, chez madame Ichima, on range. Alors je range. Et quand elle va voir qu'elle range, eh ben, l'effet de mimétisme va faire que chez elle, elle va ranger aussi. Et ça marche super cette phrase. Chez nous, on fait pas comme ça. Chez nous, on fait comme ça. Chez nous, c'est comme ça que ça marche. Chez nous, c'est à cette heure-là qu'on va dormir. C'est chez nous. C'est tout. Si tu veux venir chez nous, allez, tu t'adaptes. Ça marche, top. Jamais de problème avec les voisins.
Oulam gam apam hasheni la malchut eno mitbalbel. On va voir que le sheni la malchut, encore une fois, il ne se laisse pas perturber. Eno mitbalbel. Venisha chazak bedato. Il va rester chazak dans son da'at. Ki yeshlo yishuv adat. Banot, on a presque fini le livre. On a beaucoup parlé du yishuv adat. Beaucoup. Comment nous vient le yishuv adat? Allez, contrôle surprise. Au bout des doutes, non? Bravo! On acquiert le yishuv adat grâce au fait de parler avec Hachem. Moi, je suis en mode. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du yishuv adat. Je parle avec Dieu. Quand j'ai donné mon problème à Hachem, d'abord mon problème est chez moi. Quand je parle, je m'auto-thérapeutise. Je ne sais pas si ça se dit. Et on dit au bon Dieu, c'est tes enfants. C'est tes enfants Hachem, il faut que tu m'aides. Et c'est fini, c'est plus mon problème, c'est le problème d'Hachem. Donc tout ce qui va se passer maintenant, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. C'est plus moi, c'est lui. Il va réussir à avoir les Pas que Disney. Sheyesh lo sechel meyushav chazak vetakif ma ha'emet. Avoir du yishuv da'at, c'est avoir un sechel meyushav, donc assis. Vous savez, des fois on rencontre des gens, on dit c'est quelqu'un de très posé. C'est quoi quelqu'un de très posé? C'est des gens qui réfléchissent. Ils voient, sans commencer à rentrer dans un espèce de bouillonnement intérieur, ils voient la difficulté, ils la cernent, ils savent l'aborder. Ce sont des gens posés, parce que ce sont des gens qui ont réfléchi sur leur vie. Ce sont des gens qui ont pris conseil. Ce sont forcément des gens qui ont parlé avec Dieu à un moment donné. Obligatoirement. D'accord? Ils sont meyushav, chazak, leur sechel il est chazak. Ils ne se laissent pas ébranler dès qu'il y a un petit truc. Tu te rends compte, ma belle-mère, ce qu'elle m'a dit? C'est ta belle-mère. C'est normal. T'affole pas. Non, mais Parce t'as que dit tu que peux cette voir génération, ta elles étaient sans. Imaginons, c'est une autre génération, Charles. Ok? Ou alors le peu de belles-mères problématiques qui restent dans ce monde. Et voilà. Il y en a une copine à toi qui a une belle-mère problématique. Il en reste 5 et elle en a eu une. Ok? Maintenant, elle vient, elle lui fait une remarque. Oh, ta maison, oh là là, c'est pas ça. T'as pas eu le temps de ranger aujourd'hui? Tant mieux, elle a déjà. Mais quand c'est comme ça, tu dis à ta belle-mère, vous avez raison. Je suis super fatiguée. Vous voulez m'aider à ranger? C'est tout. Vous voulez m'aider à ranger? Alors, ou ça lui plaît et elle est gentille, elle va dire. Ta femme, elle a. Non. Ou alors elle va dire, elle a raison, la pauvre Miskena, elle est fatiguée, je vais l'aider. Ou alors elle va dire, alors la prochaine fois je me tais parce que si c'est pour l'aider à ranger, non merci. Voilà. Et tu seras tranquille. Il y a encore mieux. S'il y a des belles-mères qui rentrent, Ça s'appelle être Razak. Je me laisse pas ébranler par ce qui se passe autour. J'adopte celle. Je crois que. Vetakif. C'est quoi un sechel takif, Banot? C'est un sechel qui sait réagir, qui sait capter les choses. Il est takif. Takif, c'est pas fif. Ah ouais? Non, takif, c'est quelqu'un qui réagit rapidement. Si, mais c'est ça, c'est pas grave. Non. Khfif, c'est quelqu'un de rapide, il est khfif. Takif, c'est quelqu'un qui réagit à bon escient. Il sait réagir à la bonne situation comme il faut. Il n'est pas. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il n'énerve pas quoi. Il, Parce qu'un takif, il va se faire. Grande question philosophique. On fera ça après. et il sait c'est quoi ma haïmet. Vous savez que le travail le plus difficile dans ce monde, c'est de savoir où est la vérité. où elle est là. Chut, Banot, c'est de savoir où est la vérité. C'est très dur de savoir où est la vérité. On peut passer des années à chercher la vérité. Des années. On pense qu'on a bien fait dans notre éducation, et putain, au bout de 15 ans d'éducation, on se dit oh, mais je suis complètement à côté de la plaque. Allez hop, on recommence tout. D'accord? Ça, c'est quelqu'un de takif. Non, c'est pas dur, c'est pas vrai. 15 ans après, Et alors? ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? 15 ans, et là, le gosse. Et alors? Tu vas pas reprendre les bases à 15 ans. Bien sûr que si. Ça, c'est en permanence. En Yehush Baolam Klal, il a dit Rabbi Nachman, c'est valable dans tout. Dans la tefila, Non, peu importe, tu vas parler à ton enfant, tu dis chérie, je me suis trompée pendant 15 ans. Je crois que c'était ça la vérité, je me suis trompée. Tu es d'accord avec moi? On va refaire un bout de chemin, mais on va le faire comme il faut. C'est tout, c'est rien, qu'est-ce qu'il y a? Si tu l'aimes ton enfant, tu l'aimes. S'il a senti de l'amour, tu lui as toujours donné de l'amour, tu as fait des erreurs, bah, il va accepter que sa mère a fait des erreurs, ou son père, le méchané. Et ils vont refaire les choses dans le maintenant. On avait l'expérience de la vie. Ça va? Elle disait qu'à notre époque, on n'avait pas des gens comme vous qui réunissaient Ah là là, les femmes et qui C'est que vous en aviez pas besoin.
On a fait des erreurs. Si Hachem il n'a pas envoyé, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Vous aviez une sagesse innée que nous on a perdue, qu'on est obligé d'acquérir avec des cours. Non, des fois tu restes dans des Moi, trucs. je pense que j'en avais besoin et je regrette que je n'ai pas eu. Alors là, il ne faut pas avoir de regrets. Il n'y a pas de Non, mais regrets dans il y a des son... Jamais. Ce qui a été fait, c'est comme ça que ça devait être fait. Et si l'enfant il a grandi avec des choses difficiles, c'est parce que c'est comme ça qu'il devait se construire. Il n'y a pas d'erreur. Ça a été fait, ça a été fait. Non, j'ai eu des enfants vraiment extraordinaires. Alors voilà, dans, moi, dans la religion. Vous n'avez pas besoin. Oh là là, Voilà. sans les mettre obligatoirement comme ça dans les écoles où ils doivent apprendre à Torah toute seule. Mais quand je vois ma fille comment elle est, comment elle fonctionne, je me dis pourquoi moi j'ai pas appris tout ça. Parce que vous n'en avez pas besoin. Parce que tu n'avais pas besoin. C'était comme ça. C'était des générations d'après-guerre. La Torah, elle était encore diffusée à de petites quantités. C'est comme ça. Malheureusement. Moi aussi, des années, j'en ai voulu à ma mère. Je lui disais, mais je comprends pas, tu vas jamais voir quelqu'un, poser des chélotes, voir un psy, voir un... Je me regardais, genre, mais de quoi me parle? Je dis, tu crois qu'on avait le loisir, nous, quand on était jeunes? Je devais me lever le matin, je devais pétrir la pâte avant d'aller à l'école. C'est une autre génération. C'est une autre génération, c'est un autre vécu, ça n'a rien à voir. C'est les enfants qui sont nés pendant la guerre, ils ont vécu la privation, les tickets de rationnement. Pour eux, le baltachrit, c'est une horreur. Pour nous, on se dit, alors, excuse-moi, mais ce Shabbat, je commande. Ma mère, elle n'a jamais commandé son Shabbat. Il n'y avait pas au commandé. Il n'y avait pas au Il n'y avait commentaire. pas au commandé. Demandez à Henriette, il n'y a pas de boulangerie chez elle, encore plus. Non, mais même après, ça va. Après, il y a eu des marques, il y a eu des aides, il y a eu... Mais l'homme chamé, c'est un état d'esprit, ça leur n'est pas l'idée. Ma mère, elle a jamais acheté de saucisses, parce que pour elle, c'est du zével. Je paye pas pour du zével. Chez moi, elle achetait jamais des gâteaux à l'extérieur, ma mère. Elle n'achetait pas de ketchup, il y avait rien de superflu, parce que c'est des enfants qui sont nés pendant ou après la guerre. Ma mère, elle est née en 45, donc forcément, la conception de la valeur des choses, elle était différente. Aujourd'hui, on n'a plus du tout la valeur des choses, mais par contre, on fait un super travail sur soi. Chaque génération avec ce qu'elle doit réparer. Il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas se dire si j'avais su, j'avais pu. Alors c'est destructeur, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien qu'à nous faire du mal. Et il n'y a pas une mitzvah souffrir dans le monde. D'accord? Et il faut se dire que je ne l'ai pas eu, et ben je ne devais pas l'avoir. Maintenant, mon enfant, son tikkun à lui, c'est de faire ce travail. Il ne devait pas avoir une mère comme ça, parce que lui, c'est ça qu'il doit réparer. Son travail sur lui. Et c'est des égarements. Dans l'histoire juive, on voit que il y a eu aussi des grands tzadikim qui ont eu des parents psychopathes. Et alors? Avraham Avinu, vous savez que c'était Terach. C'était le pape Louis XII. Idolâtre. Alors, c'était le pape, le plus grand vendeur d'idolâtrie du monde de la Mésopotamie. C'était le père d'Abraham Avinu. Alors, dans quel foyer il a grandi? Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais du pharaon. D'accord? C'est, comment vous dire? L'endroit où il y avait le plus de luxure dans le monde, c'était là-bas. Et Moshe Rabbeinu, il a grandi là-bas. Ça ne l'a pas empêché de devenir Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que nous, on pense que si les choses d'origine, tout se passe bien, ça va sortir du bien. Faux. Il n'y a pas de règle. Il y a juste de la émouna. Il n'y a pas de règle. Hachem, il ne met pas des règles dans ce monde. Il nous donne de la émouna. Et avec notre émouna, on peut tout changer. Et notre regard sur nous, et le regard qu'on porte sur nos enfants, et notre métier, et notre mission. Et on peut tout changer. On peut être quelqu'un de différent. On est capable de demander pardon aussi. C'est super de demander pardon. Je croyais que c'était ça, je me suis trompée. Désolée. Je m'excuse. Je veux refaire, on va recommencer, on repart à zéro. T'es d'accord? Oui, super. L'essentiel, c'est le émet. C'est ça qui dit. Il faut la sincérité. Quelle que soit la démarche qu'on fait, et quel que soit l'âge à laquelle on fait notre démarche. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit sincère. Si une démarche, elle vient du cœur, elle va forcément rentrer dans le cœur de l'autre. C'est comme ça. Si notre démarche, elle est profonde et elle est honnête, c'est exactement ça que l'autre, il va avaler. Et c'est pour ça que même cette minia, elle va se transformer en bien pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rappeler un deuxième géant pour continuer ses recherches. Il va voir qu'il est tellement entêté. Et lui, il a dit, je lâche pas, je sais que ça existe, je sais que ma princesse, elle est là-bas. Je sais que je dois aller délivrer cette princesse et la ramener auprès du roi. C'est mon job. Elle est là-bas, je vais aller la chercher et je la trouverai. Et il lâche pas. Alors là, on va voir que ce géant, il a dit, tu sais, j'ai un frère.
Yeshli Ach. Et c'est ce frère-là, il est responsable de toutes les orphotes, de tous les oiseaux, les volatiles. Il m'a dit, on va l'appeler, peut-être que lui sait. Et voilà, rendez-vous à la semaine prochaine. La suite au prochain numéro. Le premier, il a ramené tous les animaux. C'est le Je roi n'ai lion. jamais fait un suspense comme ça, hein. Ah ben voilà, faut faire début à tout. Oh là là là. Il va trouver le château. Faut y aller avec. C'est que comme ça qu'on va revenir.